C'est ce qu'on entend là, hein, la profondeur du silence. Voilà, aujourd'hui c'est le vent. Hein. Donc effectivement, aujourd'hui c'est le son du vent dans les branches. Alors dans les aiguilles d'épicéa, ça rend un certain son. Puis là on a des arbres dénudés, alors ça rend un autre son. Alors par temps plus calme, on peut entendre encore ce qui se passe au loin. On a l'impression qu'on va toucher l'horizon. Et ici précisément au col, devant ce panorama, il y a quelque chose qui se passe avec les arbres qui sont là-bas sur la crête en face. Je pense qu'un espace calme, il n'y a plus de limite, je crois. C'est comme ça que je ressens l'espace sonore ici, précisément. Le calme, j'ai l'impression, me relie à tout ce qui est autour, tout le panorama. C'est une forme de sécurité aussi, hein, le silence. Et on peut se tourner vers l'intérieur, on peut libérer quelque chose en nous. Je suis Rémi Carité, donc je suis natif des Vosges, je pense que c'est intéressant, et je suis artiste. Je travaille avec la photographie, la vidéo, l'écriture. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis très impliqué dans l'association qui s'est montée pour préserver ce petit bout de territoire, qui est un tout petit bout de territoire, mais qui, à nos yeux évidemment, a une grande valeur. Devant nous, c'est un trou, parce que ça, c'est l'ancienne carrière devant nous. On voit bien qu'il y a un vide, un trou, parce que tout ce massif, il a été exploité depuis plus d'un siècle. Des carrières artisanales, ils faisaient tout à la main ou presque. Hein. Alors il y a le trou, c'est assez intéressant. Et après, de nouveau, on a des prairies entre les trois sommets du coin, le haut du roc, là en face c'est la tête de Sceaux. Et puis au loin, on devine la vallée. Et après, tout au bout, c'est une forêt, on pourrait dire une forêt qui est à l'envers, c'est-à-dire la face nord. Hein, mais bon, on ne dit pas ça chez nous dans les Vosges. Bon. Et en tout cas, une montagne abrupte est couverte de forêt. Et c'est la forêt du Géant. Et qui ferme l'horizon. Puis après, quand on monte plus haut, on verra, on peut apercevoir les sommets vosgiens. Mais ça, c'est dans notre dos. Moi, je pense que la particularité de cet endroit, c'est qu'il est préservé. Il est habité, mais en même temps, il est préservé. Alors, il est très peu habité, essentiellement des fermes qui ont un souci de conserver quelque chose, en tout cas qui travaillent vraiment dans le paysage. Je pense qu'ils ont vraiment un souci du paysage. Et là, on a une forêt qui est intéressante parce que du fait de cette carrière, qui devrait normalement s'étendre jusque là où on est, l'ONF a arrêté d'exploiter ce petit bout de forêt. Du coup, ça conserve un caractère un peu plus naturel que certaines forêts qui sont exploitées pour le bois et dans lesquelles on voit souvent des monocultures d'épicéas. Ici, on a quand même un mélange d'essences qui est intéressant. On a 5-6 essences différentes. Sapin, épicéa, et puis érable, hêtre, et quelques alisiers blancs ou alisiers, sorbiers des oiseleurs. Le Conservatoire du Silence, on pourrait dire que c'est un projet culturel qui veut faire comprendre et faire parler du silence. Alors, le Conservatoire du Silence, c'est un bruit qui court.
parce que pour l'instant, on a déjà organisé quelques actions en lien avec le silence, en lien avec ce site et ce qu'on peut entendre quand on prête l'oreille. Et l'objectif final, ça serait de réussir à faire classer ce site pour justement sa qualité acoustique. Parce qu'on a déjà dans les Vosges des zones de quiétude qui sont mises en place par le parc des Ballons des Vosges. Et ces zones de quiétude, c'est pour la faune. Alors c'est vraiment important évidemment, mais je crois qu'ici la dimension qu'on voudrait ajouter, c'est vraiment cette dimension aussi de l'humain. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'humains, on a besoin de silence, on a besoin de zones de calme. Le projet veut explorer un peu toutes les dimensions du silence. Donc pour moi, il y a des dimensions écologiques, parce que la faune a besoin du silence. Mais il y a aussi des dimensions de santé publique quelque part, parce qu'on connaît maintenant, on commence à identifier tous les méfaits du bruit sur les humains, sur nous, quand on est exposé dans les villes, etc., à des niveaux sonores trop élevés. Donc il y a quand même un enjeu aussi à ce niveau-là. Et puis je pense qu'il y a aussi une portée philosophique, et même à un moment donné une portée spirituelle. Le projet de carrière cristallise le fait que notre association fasse tout pour, au minimum, si ce projet de carrière doit avoir lieu, au minimum que l'entreprise respecte les règles. Alors pour l'instant, on a gagné au tribunal parce que le tribunal a vu et a statué sur le fait que les règles n'étaient pas respectées. Donc on fait remarquer que en 20 ans, je crois que tout le monde a pris conscience qu'il y avait des problèmes au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, les risques d'incendie, etc. Qu'il y a des enjeux qui demandent, si on veut ouvrir un site industriel, qui demandent d'être pris en compte, les enjeux d'aujourd'hui. Donc le Conservatoire du silence est venu, effectivement, pour amplifier en fait cette action associative et avec aussi en fait l'idée d'amener quelque chose de positif au sens où on se bat et on défend le silence, on défend quelque chose qui existe ici, quelque chose qui est menacé à l'échelle du massif par le bruit. C'est souvent des bruits mécaniques, mais ça peut être aussi des bruits de promeneurs, et que ça c'est sympa, un jogger qui passe. Lui au moins il fait pas trop de bruit. Donc l'idéal serait de réussir à faire classer ce site au titre du silence. Donc là, évidemment, on voit que ça exclut de fait un projet de carrière industrielle et de concassage sur le site, même si c'est des campagnes ponctuelles. Et de la même manière, on est ici de plus en plus en prise au problème des sports mécaniques, des passages de compétition de trial ou d'enduro. Donc de fait, un conservatoire du silence demande aussi de la modération du côté des sports mécaniques. Cet endroit mérite d'être conservé pour sa qualité de silence, en plus de sa qualité de biodiversité qui est réelle dans l'espace naturel sensible qui se trouve juste en dessous. Il y a même une partie de la carrière du nouveau projet de réouverture, une partie qui est dans l'espace naturel sensible en fait. Donc là, c'est une vraie contradiction. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue de la biodiversité. Cette notion de silence, je crois que c'est un fil qu'on peut tirer et dérouler et qui peut concerner beaucoup d'aspects de dysfonctionnement de nos sociétés. Pour résumer, on est un peu dans la vitesse, dans la croissance, dans la productivité, etc. Et la notion de silence peut s'opposer à tous ces dysfonctionnements en fait, de nos sociétés. Est-ce que s'opposer, c'est pas faire du bruit ? De toute façon, le conservatoire du silence, oui, c'est paradoxal. Parce que des fois, on me dit, mais oui, mais le silence, c'est la mort. Alors, on ne va pas défendre un silence de mort. Donc évidemment, mais on n'a pas beaucoup de mots, en vrai, en français, pour parler de ça. Un endroit où on peut s'écouter, un endroit où on peut être en paix, un endroit où on peut se reposer simplement du bruit du monde. Il n'y a pas beaucoup de mots. Quiétude, calme, silence.
Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est intitulé Conservatoire du silence. En fait, il pose des questions. Mais il ne veut pas répondre aux questions. Ou en tout cas, il y répond par petites touches et par petits pas. Mais l'intitulé lui-même, par contre, il questionne. Ça permet de lancer un débat. Le choix du mot conservatoire, je pense que c'est lié... il y a l'idée de conserver qui existe déjà ici. À un moment donné, j'avais pensé à observatoire du silence, mais il n'y a plus cette notion de conservation, de préservation. Il y a peut-être aussi le conservatoire de musique, c'est aussi une résonance avec ça, parce qu'un conservatoire, on fait de la musique, on travaille le son, on écoute, il y a une musicalité autour de nous, dans l'espace sonore qui nous entoure, dans tous ces bruissements. Il y a une vraie musicalité. Donc on attrape un petit bout de ça aussi avec le mot conservatoire. Là, dès qu'on arrive là au-dessus, là, hop, on voit la petite cabane qui est là-bas. Ces deux arbres là sont complètement incroyables. Ce sont deux épicéas et il est triple. Ils se partagent là à 2 mètres de haut et les deux sont assez extraordinaires, quoi. Le premier, j'ai jamais vu une telle masse de bois comme ça couchée et puis après un tronc qui en sort, c'est assez incroyable. Et puis là, juste derrière nous, on a aussi, et on en verra là-bas, des arbres qui sont avec des branches qui font comme des baïonnettes. En fait, c'est des branches, elles partent à l'horizontale et puis elles se redressent. Et ça forme un arbre à côté du tronc principal. Il y a un deuxième tronc, mais qui est greffé sur le premier. Allons voir plus loin. Moi, je les appelle des arbres reliques parce qu'ils ont plus de 100 ans et ils ont poussé naturellement. Ils ne sont pas exploités pour le bois. Enfin, l'ONF s'en est pas occupé. Donc, ça crée un endroit comme ça qui a un vrai caractère sauvage, quelque chose de naturel. Hein. Et là encore, on retrouve les traces du trial parce que, par exemple, ils ont coupé ces branches. Celui-là, la grosse branche là qui sort et qui repart tout droite. Là, au-dessus, c'est une réitération. C'est comme un arbre qui pousse sur un autre arbre. Et pour le trial, ils ont coupé les branches basses. Parce qu'ils viennent, le parcours passe sur ces rochers. Alors ils ont dégagé tous les noisetiers qui étaient là. Et puis il n'y a pas si longtemps, il était debout, celui-là. Alors ça, c'était comme un arbre autel. C'est-à-dire qu'un vieux épicéa complètement sec sur pied, hein, perforé d'un tas de trous d'insectes et d'oiseaux qui nichaient dedans. Et il est tombé il y a vraiment très peu de temps. On fait des fois avec Rémi des bivouacs. Et on pérégrine, tu vois, on fait, je sais pas, peut-être 3 km à regarder, il y a une mousse là, tiens, là il y a une plume, et puis là il y a ça, puis là il y a telle ambiance. Puis... Et en fait, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que tu peux... Alors, c'est même pas se perdre, parce qu'on est quand même dans des massifs qui sont quand même relativement à taille humaine. Même si des fois, tu te soupçonnes pas que y a une telle crevasse qui va t'emmener beaucoup plus loin et que tu vas devoir marcher beaucoup plus. Mais moi j'adore ces moments hors du temps avec Rémi, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main quand tu entends ce genre d'endroit. T'as toujours un fond de bruit parasite, que ce soit une route, que ce soit, comme je le disais, donc les avions, les choses comme ça, ou une tronçonneuse. Moi, je suis Justine Fleureau-Mougel. Je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, on va dire à 1 km à vol d'oiseau d'ici. Donc sur le versant est, dira-t-on. Et puis du coup, pêche
L'association, j'y suis parce qu'on a grave flippé quand on a entendu le projet de la graniterie, en fait, de réouvrir et d'étendre cette carrière qui est à l'arrêt depuis déjà au moins une vingtaine d'années, quoi. Donc on s'est un peu mobilisé autour de la montagne avec cette sensibilité, on va dire, pour notre territoire et l'envie de le préserver tel qu'il est et sans trop de bruit. J'adore ce temps-là parce que t'as personne dehors, t'as pas de bruit. Et t'as la pluie, bon si t'as des bruits automatiquement, mais si tu veux c'est que de la nature, t'entends pas parce que le vent va te le couper, t'entends pas les voitures qui passent dans la vallée, t'entends pas les coups de fusil qu'il y a de l'autre côté parce que là il y a la chasse aujourd'hui, t'entends pas ce truc-là. Donc si tu veux ça t'isole et à la fois c'est ce dont on a besoin et c'est surtout aussi en opposition du projet de la graniterie qui serait de faire du concassage notamment juste à côté quoi. Et on se dit putain mais c'est un endroit qui est quand même super préservé en fait en termes de bruit et par son relief, par le fait qu'il y ait ces différentes alcôves dans les anciennes carrières quoi, et en fait ça te permet de t'isoler de ça et on s'est dit que ce serait quand même vraiment trop bête que ce soit plus le cas parce que si on habite sur la montagne c'est pour avoir le calme, c'est pas pour avoir un hélico qui tourne toutes les 5 minutes, c'est pas pour avoir 3 avions qui passent à la douzaine, c'est pas pour avoir un bruit de concassage juste à côté de chez toi, alors que t'as acheté une ferme justement pour être au calme, quoi, en fait. Quoi. C'est un peu ça le topo, quoi. C'est comme quand il y a de la neige. Oh purée, qu'est-ce que j'aime bien quand il y a de la neige. Et c'est hyper intéressant d'y venir sur ce site, justement, quand t'as de la neige, parce que du coup, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, adoré la neige parce que ça étouffait les bruits. Tu vois, et je savais, j'étais encore dans mon lit, hein, les volets fermés, je savais qu'il y avait neigé. Parce que les voitures, elles faisaient plus le même bruit. J'ai toujours eu un truc avec mes oreilles, tu vois, j'ai toujours, depuis toute petite, alors ça n'a rien à voir par rapport au côté naturel, mais tu vois, un écho particulier qui te fait penser que t'es dans tel endroit, ou voilà. Et typiquement, quand j'étais toute petite, je savais que mon grand-père, il arrivait à 300 mètres parce qu'en fait, j'entendais sa bagnole et que je connaissais exactement le bruit qu'elle faisait. Mais l'histoire de la neige, là, c'est waouh! Qu'est-ce que t'es bien dehors quand t'entends les voitures qui sont en mode assourdi, t'entends plus rien, ça fait un truc tout sourd comme ça. Et ça, c'est moi un truc qui me plaît énormément, quoi. On raisonne toujours sur le côté visuel des choses. On va protéger telle espèce qui est visible à tel endroit et tout ça. Et en fait, on s'attarde jamais sur le côté sonore de la chose et ce côté quiétude, en fait. Animal d'une part, mais pas que, ce côté quiétude de l'humain aussi par ce biais de ce silence naturel. C'est un besoin de se recentrer, c'est un besoin vital, je pense. Quand je suis trop dans le bruit, j'aurais jamais pu habiter en ville, quoi. C'est trop de sollicitations et je pense que tu t'épuises avec tout ça. Et ces endroits-là, c'est toujours des endroits un peu de ressources, quoi. Donc là, il y a des ambiances qui sont quand même très particulières avec les gros blocs de granit, avec tous les animaux qui peuvent aussi se planter dedans, soit pour nicher, soit pour s'abriter, comme en ce moment, parce que là, c'est juste pas rigolo, avec le temps qu'on a. Et puis c'est des mousses, c'est des fougères, c'est des arbres qui ont réussi à pousser là-dedans, et tu te demandes un peu comment ils tiennent, hein, des fois, parce qu'il y a quand même d'énormes épicéas. J'en ai vu en montant, là, d'ailleurs, par le chemin. Tu te dis, waouh! Ils sont bien accrochés, la carotte elle doit être bien profonde elle a réussi à fractionner certainement la roche, hein, parce qu'on est quand même sur un bon tapis de roche ici, quoi. Quand je suis tout seul en pleine nature et que je m'ouvre à l'écoute, et je me sens pas du tout seul, au contraire je me sens hyper attaché, hyper en lien, quoi. Et je revendique l'idée de travailler ça, c'est de s'entraîner, de s'exercer à construire des attachements aux non humains. Voilà. Justement en expliquant que c'est quand même la meilleure façon de ne pas se sentir seul, quoi. Dès qu'on s'ouvre à l'écoute, on comprend assez vite que l'humain s'est inspiré de ça pour venir enrichir l'univers sonore, quoi. C'est ce qui est apparu à l'oreille des hommes depuis qu'ils sont hommes. C'est cette musicalité-là, quoi. Donc s'ouvrir à l'écoute, c'est revenir à une espèce d'origine anthropologique de la musique, quoi.
comment, en tant qu'humain, on réfléchit pour ne pas nuire, mais enrichir. Je m'appelle Pierre Guida, je suis habitant du territoire dans lequel je suis né, dans une vallée pas loin d'ici. J'exerce une activité de travailleur indépendant comme accompagnateur en montagne. Je suis particulièrement intéressé par ce qui est toujours dans un espèce d'interstice entre ce qu'on appelle encore, malheureusement pour moi, la nature et le côté plus culturel de la place de l'homme. Ce champ-là, ouvert par des lectures de Descola et compagnie, me font m'intéresser à plein de petits sujets où je pense que ces enjeux-là sont bien placés. Et c'est vraiment pour moi le cas ici. C'est pour ça que je me suis rapproché un petit peu de l'association et que le lieu m'intéresse tout particulièrement, quoi. J'ai un petit point de divergence avec Rémi, puisque c'est pas un territoire de silence, pour moi c'est un territoire d'écoute. Dans le silence, il y a quelque chose, moi, qui me gêne, dans le sens où je l'entends plutôt comme quelque chose qui est un espèce de silence intérieur, quelque chose plutôt un acte où on se renferme. Et le terme écoute, moi je l'apprécie beaucoup plus, parce que pour moi, l'écoute, c'est quelque chose qui ouvre sur l'extérieur. Quand on est à l'écoute, on est ouvert. Les mains, les yeux, les oreilles, le silence, c'est plutôt, je me renferme un peu dans ma bulle. Je veux justement qu'il n'y ait plus rien autour de moi, quoi. Et voilà. Et moi, je pense qu'on a besoin d'ouverture plus que de fermeture. Là, je vous écoute et j'entends quand même, c'est-à-dire que votre voix, notre voix, nos échanges, sont complétés par le bruit des gouttes qui tombent. C'est pas un silence, c'est jamais un silence absolu. Ça n'existe d'ailleurs pas, le silence absolu, quoi. Qu'est-ce qui peut être harmonieux? Qu'est-ce qui peut venir trouver sa place? Et c'est ça qui m'intéresse toujours, cette manière de cohabiter, pour paraphraser des termes de Morisot, de construire des interdépendances, ou de prendre en compte ces interdépendances, quoi. Nature-culture, silence, son. Moi, je ne crois pas à des séparations comme ça. Que ce soit dans les paysages sonores, ici, voilà, on entend les gouttes d'eau qui tombent, même si ça se calme un petit peu. Et puis on entend quand même les voix. C'est pas incompatible. On a ici un paysage assez caractéristique des Vosges, dans ce sens où le paysage montre bien que la séparation nature-culture n'existe pas réellement. Et c'est vraiment une des caractéristiques pour moi du massif vosgien. C'est-à-dire que le paysage est façonné par l'homme. Et donc, lire le paysage, c'est justement se donner l'occasion de dépasser ce clivage nature-culture, quoi. Et ici, et voilà, les enjeux sont magnifiques pour organiser cette réflexion-là, puisqu'on a des carrières de granit, un matériel local, on va dire biosourcé, dont les gens qui souhaitent son extraction sont labellisés par le parc naturel du Vallon des Vosges. Donc on voit toute la symbolique qui est derrière. On a des prairies qui sont, pour certaines, en état de conservation avec le conservatoire des espaces naturels. On a la place de la forêt, qui a complètement évolué au fil des années. C'est vraiment une zone qui est reconnue comme une zone de ressourcement pour les gens des vallées aux alentours. Donc on voit bien que ça cristallise en fin de compte plein de gens autour, le parc, les communes, les habitants, le tourisme et tout ça. Et ce qui est appelé, c'est comment on invente le monde de demain à partir de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et je pense qu'il faut être dans des choses très locales comme ça pour pouvoir se poser vraiment des questions qui sont beaucoup plus larges que ça, quoi. On devrait avoir que des gens autour de la table qui discutent vraiment de ça, quoi. Oui, y compris le carrier, tu veux dire. Le carrier, le parc, les ouvriers, le conservatoire, les habitants. Oui, oui. Parce qu'il y a l'économie, il faut le prendre en compte aussi. Oui, voilà, donc c'est pas rien, quoi.
Avec la pluie qui tombe, on va trouver un petit peu, on va aller s'abriter dans la cabane du Pechin, qui est une cabane qui avait été construite il y a une vingtaine d'années sur le site d'une ancienne carrière. Ah, t'as fait du thé l'absence au champ? Ouais. Ouais, moi je suis au... Passe-le là-bas. Oui, merci. Retour du beau temps lundi. Et une température de dingue. Hier, je suis rentré tard et Il faisait pas froid. il faisait 16 degrés à ouais. Épinal à minuit. Ça c'est flippant. C'est une cabane comme on faisait dans le temps, avec des bois en rondins, un peu vermoulu parce que bah voilà, je pense que ça fait au moins une quarantaine d'années qu'elle est debout. C'est ce genre de cabane qui font un peu rêver. Moi ça me va, hein, tu me laisses passer une journée ici, à regarder ce qui se passe, grignoter, ramasser 3 herbes pour bricoler, pour manger, Moi je rêve que de ça, je rêve que de partir dans un côté ermite. Dans les Vosges, toute une partie de l'année, il faut bien le dire, ce qui fait l'ambiance sonore, c'est le vent et l'eau. Et voilà, et quand je suis en forêt, que j'entends les arbres qui dansent, il y a quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Mais vraiment, aujourd'hui, on est gâtés, quoi. Dès qu'on se balade, on entend de l'eau qui coule, quoi. Même quand il fait beau, d'ailleurs. Pour moi, c'est ce qui me charme le plus que les espèces animales, en fin de compte. Mais je suis plus intéressé presque par le végétal que par l'animal, je crois, au fond. Je parlais tout à l'heure d'attachement, je vais quelque part plus me sentir attaché à des arbres que l'animal. Il y a quelque chose qui échappe dans le mouvement, qui oblige tout un tas de stratagèmes pour le voir et tout ça. Moi j'aime bien l'arbre qui est posé là, qui attend notre visite, quoi. Ou la roche, ou le ruisseau, bah, voilà, qui sont là. La branche qui craque, les feuilles qui crispent sous les pieds en automne, les bruits révélateurs du support sur lequel on est et de l'état d'humidité. Il y a plein de choses, mais ce qui domine pour moi, c'est très largement, c'est le vent et l'eau, quoi. Je fais de l'accompagnement à pied, en raquette, l'hiver, en vélo, en courant. Forcément, les approches sont pas les mêmes, quoi. Ça me dérange pas d'amener des gens en vélo. Puis on fera moins de pauses d'écoute, c'est sûr, que lors d'une balade à pied. Les sons nous échappent si on est trop rapide. Le fameux passage de la fin de journée à la nuit, ce moment où notamment en été, tous les oiseaux de la journée font une espèce de dernière symphonie en fin de journée pour dire au revoir parce qu'ils vont se coucher, et puis que tout doucement, ceux qui habitent la nuit arrivent avec leur son bien différent, et même le végétal a cette ambiance qui change. Le vent tombe, l'humidité se fait un peu plus présente, donc renvoie au niveau du son des choses un peu différentes. Même si j'apprécie tous les moments d'écoute de la journée, ce passage-là est quand même assez magique, quoi. L'écologie acoustique, c'est quelque chose qui s'intéresse à cette problématique-là. Et j'aimerais que le conservatoire puisse intégrer des œuvres et intégrer des parcours et des rencontres avec des créateurs, des écoutes d'œuvres d'éco-acousticiens. Et pas forcément sur le site lui-même, parce qu'à un moment donné, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que si on attire trop l'attention sur un site en disant « venez, c'est extraordinaire, on va organiser plein de trucs sur place », on va le détruire en faisant ça. C'est toujours ce danger, ce paradoxe. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, avec une autre association, on avait organisé plusieurs événements avec des marches en silence, avec ponctuées de lecture, donc des textes en résonance avec justement la problématique à la fois de la nature, à la fois du calme, à la fois de l'animisme, qui est une notion qui m'intéresse. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, de marcher avec d'autres personnes en faisant l'effort de garder le silence. Parce qu'en fait, on ne le fait jamais spontanément, donc, ou rarement en tout cas.
Et à un moment, je me disais, on est un peu comme des arbres, mais des arbres qui marchent. J'avais l'impression qu'en marchant en groupe comme ça dans une forêt, on pouvait s'identifier aux arbres autour de nous, qui eux aussi sont relativement silencieux, même s'ils ont plein de choses à dire. C'est de se mettre à l'écoute de ce qu'on peut entendre autour de nous. L'atelier d'écriture qu'on avait organisé l'an dernier, on a donc maintenant une édition qui va circuler en soutien au projet du conservatoire. Et donc c'est l'atelier d'écriture, l'intitulé, c'était Proclamation du silence. Et donc ces textes, eh bien, ils cherchent de manière créative à décrire, s'intéresser, à comprendre quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc maintenant ces textes, ils circulent. Il y en avait un qui me plaisait bien, c'est des petites phrases. Par exemple, là, quelqu'un qui écrit « Le silence est l'espace vide entre les sons, le bruit de tout, ce qu'on ne peut pas entendre. » Silence est un grand inconstant, parfois assourdissant, écrasant, il me met mal à l'aise, parfois il me sauve, m'apaise, me ramène ici, maintenant. J'aurais pu l'écrire. Harmonie de la vie, si douce à mes oreilles, qui n'est pas le silence absolu du cosmos, mais le silence rempli du chant des oiseaux, du bourdonnement des insectes, du clapotis du ruisseau contre les rochers et du souffle du vent à la cime des arbres. Des avions, on en a pas mal. Et on a aussi des avions de ligne, même si on n'a pas le bruit, on les voit souvent passer. Je pense qu'il y en a une paire, hein, des chevreuils, des biches, des blaireaux qui font des crises cardiaques quand il y a un truc qui passe comme ça au-dessus, c'est pas possible. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Même si les animaux s'accommodent très bien des bruits humains, hein, parce qu'ils ont su les identifier, ils savent comment... Et que finalement, eux, le silence, ça les fait flipper aussi, parce qu'ils se disent « Merde, il y a un truc qui risque de se passer !» Et tu vois, ils ont pas connu... les voitures, c'est des choses auxquelles ils s'habituent. En fait, alors, ils s'habituent moins quand ils sont en dessous de la roue, on est bien d'accord, hein, mais moi, nombre de fois, ils reconnaissent. Et là, c'est marrant, mais alors là, je vais faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils reconnaissent ton moteur. C'est-à-dire que tu as le renard qui sait qu'il habite juste à côté de chez toi. Tu rentres à 23h le soir, il est en train de mulotter dans le champ. Il relève même pas le nez parce qu'il sait que c'est toi. Hein. Et que tu lui veux rien. C'est ça qui est génial, en fait. Et c'est de savoir observer ça aussi. Le but, c'est que ce soit perturbé, un silence. C'est ça, en fait, le truc. Pour pouvoir apercevoir des choses en nature, plus tu vas bouger, moins tu verras les choses, parce que du coup, tu vois pas le mouvement se faire par rapport à un animal qui va se déplacer. Et c'est être conscient de l'endroit où tu es, de l'environnement qui t'entoure et des animaux qui peuvent t'entourer. Quand tu es dans la nature qui a du silence, si tu as le moindre... un oiseau qui vient faire un cri d'alerte, ça va t'indiquer qu'il va y avoir un truc qui va se dérouler. Donc si tu veux, c'est dans les instincts... Tu te retranches dans tes instincts primaires, en fait. On a besoin de mettre certains sons qui écrasent de côté. Dans les Vosges, la place de la voiture fait qu'aujourd'hui, dans plein d'endroits des Vosges, le bruit de la voiture écrase des bruits qui existent, qui sont là, qu'on n'entend plus parce qu'il y a un bruit dominant. Donc bien sûr qu'il y a besoin de faire taire des bruits qui aujourd'hui écrasent. Ça, c'est une évidence, quoi. Il y a quelques années encore, je faisais pas mal d'activités d'accompagnement en montagne avec des classes d'enfants sur la Grande Crête vosgienne. Et dans le déroulement de l'activité, j'aimais bien raconter des histoires, quoi. Donc j'aimais bien mettre les enfants au sol et prendre le temps de raconter une histoire, voire de faire des séances
d'éveil sensoriel, côté méditatif un peu, tout ça avec les enfants, j'adore faire ça. Juste là, présent, sentir, écouter. J'ai quasiment abandonné, c'était toujours entrecoupé de la moto, de la voiture qui passe ou de l'avion qui sombre au-dessus, quoi. Enfin, c'est devenu, enfin, à chaque fois j'en sortais frustré, en colère, quoi, parce que j'étais là à essayer d'offrir quelque chose. Et puis il y avait quelque chose qui venait écraser, qui venait s'imposer, quoi, qui demandait absolument pas sa place d'être là, quoi. Mais ok, bon voilà. Dans l'ambiance sonore, on a des violations de l'ambiance sonore, quelque chose de dingue, quoi. Il y a des bruits qui révèlent une activité économique, voilà, le bruit de la tronçonneuse, quand il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait une bonne randonnée sur plusieurs jours, voilà, il y a des secteurs où ça tronçonnait, oui, ouais, enfin, même l'odeur de l'huile de la chaîne de tronçonneuse quelque part, elle est révélatrice d'une activité humaine, d'une espèce de cohabitation. Alors, on peut avoir le regard qu'on veut là-dessus, mais moi, ça me pose pas de problème qu'on exploite le bois. Alors, c'est une question de mesure, c'est une question de manière dont on le fait, mais je ne rêve pas d'une forêt où il n'y ait pas d'exploitation de bois forcément, quoi. Même si je pense qu'il y a des endroits où on pourrait laisser la forêt en libre évolution, hein. Mais voilà, le bruit de la tronçonneuse en tant que représentant de l'activité d'extraction de bois, donc d'une certaine cohabitation de l'homme et de son environnement, me pose pas de problème, je me chauffe au bois. Je ne me verrais pas recouper le bois avec quelque chose qui ne fasse pas de bruit, voilà, non. La voiture a rien à faire dans certains espaces, elle apporte rien, la tronçonneuse, oui, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a une expérimentation en ce moment qui vise à mettre des détecteurs sonores sur les réserves de grands tétras, entre guillemets. Et moi j'ai dit à certains qui sont un peu proches de cette expérimentation-là, ça me dérange. Ça me dérange qu'on mette des capteurs sonores pour voir si les grands tétras sont dérangés, sans mettre des capteurs sonores au centre-ville de Gérardmer pour voir si les gens qui vivent au bord de route sont dérangés par les voitures. Je pense que c'est un non-sens. Comment on peut penser que les gens vont accepter quelque part d'être plus respectueux du grand tétras sur la route des Crêtes quand eux-mêmes, il n'y a rien qui respecte leur univers sonore à eux. Donc je rêve d'une espèce d'étude du son qui prenne en compte l'ensemble des vivants du territoire. La notion de trame silencieuse, comme de trame d'étoiles, comme de trame verte, oui, c'est très clairement dans cette direction qu'il faut aller là. C'est un territoire commun. Et on a des paysages sonores et on a des paysages visuels, quoi. Et les Vosges, c'est vraiment, je pense que dans les Alpes, j'y vais souvent, il y a toujours cette notion de dire, il y a quand même la partie habitée et l'autre. Dans les Vosges, non. Je pense que l'attention portée au silence, l'attention portée à notre environnement sonore, ça oblige aussi à réfléchir. C'est peut-être cette notion d'effort aussi. À un moment donné, on ne peut pas claquer du doigt et avoir des choses magnifiques sous les yeux sans faire aucun effort. Je pense qu'un minimum d'effort permet aussi d'apprécier l'endroit qu'on visite et l'endroit qu'on découvre. Le discours qu'on peut tenir, certaines personnes sont déjà sensibilisées et prêtes à l'entendre et prêtes à jouer le jeu, de fait, hein. Effectivement, la question se pose, on prêche des convaincus. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ça. Mais on n'est pas les seuls usagers du site. Des personnes qui de base ne sont pas forcément sensibilisées, mais qui ont cet attrait nature. Alors pas forcément dans le même attrait que nous l'avons, mais à la fois ça peut peut-être foutre une graine dans une cervelle, dira-t-on. Tu vois, c'est dans le sens là, quoi.
Et c'est par ce biais-là qu'on peut peut-être rattacher des trucs. Et après, on a quand même aussi une étiquette qui nous colle à la peau, pour certains un peu plus que d'autres, mais tu vois, ce côté, on est un peu les emmerdeurs d'écolo, quoi. Si on l'élargit à toute la société donc aux personnes qui sont dans des milieux urbains, etc., je pense qu'il faut vraiment un droit à des environnements de silence. Le conservatoire, sur ce site, son objectif, c'est aussi de faire entendre cette nécessité-là, de faire valoir cet objectif, de porter cette question dans le débat public. Alors aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on ne s'adresse qu'à des personnes qui sont déjà convaincues, qui ont déjà réfléchi à la question ou qui sont déjà sensibilisées, évidemment, mais on commence avec eux. Et ces personnes-là peuvent se faire le relais de ce qu'on va comprendre ensemble, parce qu'on n'est qu'au début de cette histoire. Tout reste à faire. Être en phase, tout simplement, avec notre environnement, avec l'idée de l'entretenir pour le futur. C'était le Conservatoire du Silence, avec Rémi Carité, Justine Fleureau et Pierre Guida. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.